Si j'étais séropositif aujourd'hui, je veux prendre ça parce que je suis d'abord une personne de l'Église qui a déjà accepté Christ. Je veux dire aux gens que Christ a soigné toutes les maladies du monde. Il soigne toutes les maladies. Et c'est une maladie comme toutes les autres. Quand tu es séropositif, premièrement, il faut croire que Jésus-Christ est puissant. Tu dois vivre avec l'amour. Tu ne dois pas partager cette maladie à tout le monde. Sauf que j'ai une idée dans ma tête, c'est qu'il est sidéen. Sachant donc qu'il est sidéen, pour moi, c'est un homme normal. Je ne vois aucun inconvénient qui fasse à ce que lui et moi ne fassent pas la même chose. Sauf que je fais tout et tout pour que je ne sois pas trop lié avec lui. C'est-à-dire son sang et mon sang ne puissent avoir un même lien. Moi, je n'ai jamais vu la différence entre les deux. VIH-Sida, c'est presque la même chose. Que porteur, maladie ou bien celui qui est... Moi, je n'ai jamais vu la différence. C'est que VIH-Sida, c'est la même chose. Quand tu es malade, tu assumes ta position. Et tout est même un single mot. Tout est même un single mot. Madame, messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Vision 4. Alors, vous savez, dans la vie, on a des personnes qui illuminent nos journées avec leur sourire, avec leur force. Eh bien, c'est le cas de notre invitée du jour. Elle, c'est Gladys Akam. Elle est séropositive. Elle a le VIH, mais elle a gardé sa force, elle a gardé son sourire. On a la chance de la voir dans notre studio. Elle va nous raconter son histoire, ses secrets. Installez-vous bien. La suite, c'est tout de suite. Tout comme tu crois en Dieu peut si anama wamanana anama wamana oh Dieu peut si anama wamanana et si tu tombes je tombe aussi anama wamanana anama wamana oh Dieu peut si anama wamanana et si tu tombes je tombe aussi. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes avec Gladys Akam. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flora, merci. Tu vas bien? Très bien. Bon, c'est vrai que ça se voit. Alors, d'entrée de jeu, on se sent comment lorsqu'on sait qu'on est séropositif? Là, à chaud. À chaud, on n'y croit pas d'abord. Ah bon? Oui. Personne qui va vous dire qu'il croit, c'est faux. Ah bon? À chaud, quand on t'annonce, vous êtes sûr que c'est vrai? Vous n'êtes pas trompé des résultats? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi, mais vous êtes sûr? On peut refaire? Est-ce que vous n'avez pas confondu de tube par hasard? Bon, ça c'est beaucoup de réactions que j'ai des patients. Oui. Mais personnellement, comme mon histoire était un peu... Oui. Oui. J'ai dit, ok. Comme c'est ça, ok. Oui. En parlant de patients, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs qu'à côté du fait que vous soyez séropositif sur notre plateau, vous êtes également médecin, vous avez une association, donc on aura beaucoup à se dire. Beaucoup. Alors, comment est-ce que vous avez su que vous êtes séropositif? Bon, ça date, je crois que c'était en... Je peux pas oublier, c'est une date qu'on n'oublie pas. Hein. Ah bon? C'est gravé dans la mémoire, je crois que c'était le 3 octobre 2013. 2013, donc il y a 11 ans par là. 13 octobre 2013, ça c'est la date de la découverte. Oui. Mais pour la petite histoire, j'avais un nourrisson, mon deuxième fils, Alexandre, qui avait, je crois, 5 mois et demi. Je sentais lui donner son bain, on joue, les papouilles et tout. Et en tant que maman médecin, c'est tout le temps tu parles, tu examines. Il était un peu grippé, donc j'ai profité pour... l'examiner en lui donnant son bain et je me rends compte qu'il a la rate qui est gonflée. J'ai dit, mais comment la rate est gonflée? Ça a tiqué dans ma tête. J'ai dit, bon, rate gonflée, enfant qui n'a rien, il a un peu de rhume. Je suis allée vers tous les diagnostics, mais le dernier c'était le VIH, donc je n'y pensais même pas.
J'ai couru, j'ai pensé au cancer, j'ai pensé au truc viral, mais pas de VIH. Oui. J'appelle son père, je dis bon, je l'amène faire son check-up parce que là, pour que je sois bien, la rate ne gonfle pas comme ça du jour au lendemain. Donc, j'appelle maman aussi, elle donne les remèdes de grand-mère, va voir telle qui fait la rate, c'est monté, c'est descendu. Elle sait que je ne suis pas trop, mais j'y vais pour lui faire plaisir. Elle dit, je l'amène tout sauf la scarification, je ne suis pas avec. Oui. On finit là-bas et maintenant je me rends au centre Pasteur avec le bébé pour les prélèvements de routine. Donc j'ai fait un bulletin d'examen, j'ai tout mis dedans. On est en train de faire les prélèvements au bébé et le centre Pasteur à côté de la fondation Chantal Biya où j'ai fait mes stages de pédiatrie. Parce qu'il faut noter qu'à cette époque-là, je suis étudiante en 6e année, donc je suis finissante, je suis en train de faire ma thèse. Je faisais même, c'était en 7e année même. Oui. En 7e année, je faisais ma thèse. Donc je vais, pendant qu'on est en train de faire les prélèvements, c'est un ami et collègue, je fais un clin d'œil, le docteur Patrick Ngou, il est pédiatre, on entend beaucoup parler de lui dans les réseaux sociaux. C'est lui qui me trouve. Ah, il a dit ça va? Je dis oui. C'est notre bébé là? Oui. Il fait quoi? J'ai dit non, il est en train de dormir, mais je veux qu'il tête parce que je suis un peu engorgée. Elle dit, mais tu as vu sa bouche? Je dis, mais sa bouche à quoi? Quand je regarde, je vois les lèvres de l'enfant qui sont déjà bleues. J'ai dit, mais... Subitement? Bleu, comment? On est sorti le matin, il y avait quoi? Donc, quand on voit les lèvres de l'enfant qui sont bleues, en fait, ça manifeste un déficit en oxygène. Donc ça, c'est entre la maison et l'hôpital. Et l'hôpital. Nous sommes quittés la maison bien, on est allé chez la tata qui soigne la rate. Les lèvres étaient encore bien normales. Sans problème. On a commencé à faire les prélèvements sans souci. On était au dernier prélèvement, j'attendais qu'il fasse pipi. Oui. On avait mis la poche à urine, j'attendais. Donc là, l'enfant est devenu bleu. Fatigué. Je dis, mais je n'ai pas... Comment j'ai pas vu ça? Oui. Il me dit, non, allons rapidement aux urgences, là, à la fondation. On va prendre sa saturation. Oui. Parce que là, s'il est déjà bleu, ça signifie qu'il faut qu'on lui mette de l'oxygène très rapidement et qu'on sache ce qui est en train de se passer. J'amène mon fils, on l'amène aux urgences, docteur Ngou prend le bébé. Oui. Il commence à examiner, il prend la saturation, l'enfant était, je crois, à 50. En principe, on doit être à 100, entre 82. Quand on est en 90, c'est à borderline. Donc, il était à 50. Donc, le bébé est en train de mourir. Carrément. Carrément, en train de mourir. Et je suis là, je suis en train de regarder, c'est comme le film. Oui. Je vois saturation, je commence à voir les diagnostics dans ma tête. J'ai dit pneumonie, tuberculose. Je vois tout après, j'ai dit, mais pneumonie ne tousse pas. Tuberculose, je n'ai aucun. Donc jusque-là, le VIH était encore loin derrière. Même pas. Je ne pense pas à ça. Vraiment, rien. J'ai fait ma grossesse, tout était nickel. Le dernier test avant d'accoucher, 1 mois avant l'accouchement, était négatif. Vous allez penser au VIH comment? Je n'y pense pas. Non, je n'y pense pas. Donc, mais les diagnostics sont en train de s'effriter au fur et à mesure qu'on on s'occupe de l'enfant. En tant que médecin, je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui est facile à vivre. On finit là, après, je viens m'approcher pour examiner l'enfant, moi, mais je veux voir, parce que là, je ne comprends plus rien. Quand on ouvre sa bouche, il y a déjà les mycoses qui sont pleines dans la bouche. Je dis, mais c'est le film que j'ai vu ou quoi? Cet enfant, je l'ai lavé le matin. 1 heure. Je l'ai nourri le matin. Il n'y avait pas ça dans sa bouche. C'est quoi cette histoire? On dit, mais Gladys, tu veux dire que tu n'as pas vu tous les mycoses qu'il y a dans sa bouche, là, tout le muguet, là? J'ai dit, il n'avait rien. Il n'avait rien. J'étais avec mon fils hier, avant que le muguet n'apparaît pas en une nuit. J'ai dit, ok, je reste tranquille, je vois muguet, je vois enfant bleu. Je dis, ok, il faut qu'on court à la radio. Je cours à la radio, on fait la radio, les poumons sont normaux. Je suis en train de faire le diagnostic du VIH de mon fils. Au fur et à mesure que les examens passent. Quand je vois la radiographie qui revient normale, j'ai dit, c'est pas possible. Et là, vous avez pensé au VIH? Oui, j'étais déjà les complications du VIH, puisque le VIH faisait partie de votre vie, des diagnostics que j'avais avec la rate qui avait gonflé. Mais à cet instant, vous étiez déjà médecin, vous vous occupiez déjà Oui. Je m'occupais des enfants atteints de VIH, je m'occupais des adultes. Mon stage de 6 mois était
Dans Vous le avez VIH, fait le rapprochement. donc direct. Mais je me dis, mais c'est pas... Donc je suis en train de me dire, c'est pas possible. Ce n'est pas... Et mes collègues ont compris que je suis en train de faire le rapprochement. Ils ont tout fait pour m'éloigner de l'hôpital et tout. J'ai dit, non, mais vous n'allez pas m'avoir. Vous mentez. Vous allez me donner le diagnostic. On prend l'enfant, le plus urgent était de le stabiliser. On a dû débrancher un qui était déjà un peu plus stable pour le mettre sous oxygène. Je remercie encore vraiment jusqu'à aujourd'hui toute l'équipe de la réanimation de la Fondation Chantal Biya, mes encadreurs, mes maîtres qui étaient mes maîtres de stage à l'époque, qui m'ont vraiment beaucoup soutenu pendant cette période qui a été assez difficile. On a mis l'enfant sous oxygène, on a tout fait parce que j'attendais l'ordonnance. Que mettez l'ordonnance, je veux voir. Je veux voir ce que vous allez écrire là. Vous allez me dire que mon enfant a le sida, parce que lui n'était même plus au VIH, il était déjà au stade sida. Sida de stade terminal. C'est quelle histoire ça? Est-ce que c'est quoi ça? On m'a éloigné de l'hôpital pour mettre le traitement de la pneumonie parce qu'il a eu ce qu'on appelle la pneumocystose pulmonaire. C'est une complication pulmonaire du HIV qu'on retrouve en phase terminale du VIH. Donc on m'a éloigné. On m'a demandé d'aller prendre mon bain chez moi. Ma meilleure amie était avec moi, elle est aussi médecin. C'est elle, on lui a chuchoté. C'est parce qu'on lui a dit. On lui a dit éloigne-la parce qu'on ne sait pas comment elle va réagir. Je suis partie chez moi avec elle, je me suis changée, ma petite soeur est restée. Mais on m'a pas enlevé mon téléphone. Et je savais qu'on n'a pas donné les instructions à ma petite soeur, donc j'ai appelé ma petite soeur en cachette. Qu'est-ce qu'on a là? Quelle est l'ordonnance? On a prescrit quoi? Elle me dit on a prescrit le Cotrim. J'imagine, je suis dans le taxi. J'ai dit, dans la fête, c'est vrai. Après, je demande, on n'a rien prescrit d'autre? Pas un autre antibiotique. Elle me dit non, c'est tout ce qu'on a prescrit. J'ai commencé, les larmes ont commencé. Mais là, quand je parle, là, je suis encore un peu tremblante. J'ai dit, les larmes ont commencé à couler. Esther, ma copine, me demande, Gladys, c'est à quoi? J'ai dit, Esther, donc c'est pour ça que vous voulez m'amener à la maison. Hein? Non, calme-toi, je me calme quoi? Je vais me calmer comment? Alex. Là, vous êtes encore dans le taxi, c'est ça? Nous sommes dans le taxi pour rentrer à la Fondation Chantal Biya, parce que si se faisait à, je crois qu'on était à 17h, 18h comme ça. Elle me dit, Gladys, calme-toi. Je ne me calme pas. Vous allez me dire ça en face. Les choses que vous tournez là. Quand j'arrive, je dis, ok, je vois le Cotrim posé, il n'y a rien d'autre pour l'enfant et l'oxygène. Je dis, d'accord. Pneumocystose pulmonaire, non, Dieu, tu es fort. Mon enfant qui est tout allait bien. Il n'y avait pas de souci. Ce matin, je l'ai amené juste pour faire des prélèvements parce qu'en tant que médecin, maman, tu es un peu parano. Une autre maman aurait laissé ça courir. Une autre maman aurait pensé au paludisme. Tout simplement. Pensé à tout. Mais j'ai dit ok. Je suis restée tranquille. La pédiatre qui s'occupait de lui, docteur Minjiwa Florence, une mentor aussi qui m'a aussi beaucoup, elle m'a épaulée personnellement et ça a été mon mentor sur le plan de ma carrière. Donc, elle m'a prise à part parce que quand je vois ça, je vois le Cotrim, j'ai choqué. Je me suis évanouie. Je suis tombée, on est venu là, je me suis réveillée là, les gens étaient autour de moi et tout. C'est là on m'amène dans le bureau de la pédiatre qui était là. Elle a commencé à me parler. J'ai dit que donc, le discours là, il faut laisser, je sais déjà. Ça vient d'où? Quand je dis ça vient d'où, je connais les réponses, mais ça ne passe pas dans ma tête. C'est pas encore très clair. Ça ne passe pas. Je veux que toi, tu me dises. Ok, ton enfant a 6 mois, à moins de 6 mois. Donc, à moins de 6 mois, quand on fait le test rapide d'un bébé, ça... C'est pas forcément son résultat, mais ça montre en parallèle le résultat de sa maman. J'ai dit ok. Tout simplement. J'ai fait ça, il m'a dit mais c'est pas ici, va au labo. Je vais au labo, on me prélève, on revient là 5 minutes après, 15 minutes après avec les résultats. Donc j'ai séropositif. Ok. J'ai dit d'accord. L'enfant,
Je m'en foutais de moi. Hein. Pas pour le moment, c'était juste l'enfant. Et... Pardon, excusez-moi. Mon problème, c'était l'enfant. Je dis, ok, ces chances de survie, parce que c'est que la myocystose, ça tue et tout. On a dit, bon, comme on a pris tôt, on a mis sous oxygène, le traitement a commencé, on va suivre. S'il passe cette nuit-ci là, la saturation se stabilise, ça va aller. J'ai dit, d'accord. C'est là où je sors, donc quand je sors, on a annoncé, c'est même pas moi qui ai annoncé, on a annoncé, ma famille était déjà là, maman était là, ma grande soeur ma grande soeur était là, ma petite soeur qui gardait l'enfant quand j'étais à la maison était là, Esther, ma copine était là, mon petit frère était là, ils étaient en larmes là-bas. Mais est-ce que vous-même, vous étiez déjà consciente que vous êtes séropositive? Non, mais je suis obligée d'accepter, non, voilà, l'enfant qui est en train de mourir de ça, je fais comment? Donc on l'a annoncé à ma famille, c'est le deuil dehors. C'est-à-dire, devant la fondation Chantal Biya, je me rappelle cette soirée-là, ma mère là-bas en train de pleurer, ma grande sœur était assise au sol. Ça? En train de pleurer. Mon petit frère était en train de pleurer, ma petite soeur, tout le monde. Esther était là, elle me voyait très calme. Donc, on lui a demandé, reste à côté d'elle. Oui, parce que son calme est un peu bizarre. À côté d'elle. Non, mais j'étais calme. Oui. Je me disais, mais ils sont en train de pleurer, pourquoi? C'est là où je vais vers maman, j'ai dit, mais maman, tais-toi. Pourquoi tu pleures? Il dit, quand tu pleures, tu vas me faire pleurer. Est-ce que Alex a un problème? Donc moi, dans ma tête, les pleurs, c'est que peut-être pendant que j'étais avec le doc, l'enfant est resté mourir. Je dis, mais est-ce que le jour où l'enfant me dit non? Je dis, mais vous pleurez pourquoi? Non, on nous a dit pour toi. Je dis, mais vous pleurez pourquoi? Vous imaginez un peu l'ironie de la situation. C'est moi qui commence à consoler ma mère, je console mes soeurs, je console mon petit frère. Je dis, calmez-vous. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette force-là? Parce que quelqu'un d'autre serait peut-être allé dans les vapes ou... Je suis allée dans les vapes sur mon fils. Mais pour moi-même, mon problème dans cette histoire a toujours été mon fils. Oui. Et aujourd'hui, j'en parle en rien parce que il est déjà au courant et ça va. Il a quel âge? Il a eu 11 ans il y a quelques jours. C'est un grand garçon. Hein? Oui, c'était il y a 11 ans. Oui, c'était il y a 11 ans. Avant de continuer, vous avez rappelé, vous êtes médecin, donc je peux vous poser la question. Vous avez souligné qu'il y a une différence, bon, je l'ai remarqué, entre VIH et SIDA. Oui. À quel moment on dit qu'on a le VIH, à quel moment on dit qu'on a le SIDA? Pour qu'on soit quand même sur la même longueur. Je suis porteuse du VIH. Oui. Donc, il y a le VIH dans mon sang, bref. Et le sida, c'est quand on est malade. Et je ne suis pas malade. D'accord. J'ai jamais été malade. Oui. Donc, j'ai jamais eu de sida. Ah, ok, bon, c'est là où on voit la... Parce que généralement, on se dit que c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est ça qui... Parce que quand quelqu'un se dit j'ai le sida, mais tu tombes le sida, il vient sur toi une fois. C'est fini. Oui. Il y a une différence très, il y a un fossé. Ouais. Il y a un fossé entre être personne vivant avec le VIH et avoir le sida. Le tout, c'est de ne pas arriver au sida. Tout ce que le programme de lutte contre le VIH fait, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, c'est pour ne pas arriver au sida, pour ne pas mourir. Heureusement que vous êtes là avec vos associations et le fait que vous soyez toujours près des patients. On essaye de faire la différence, ce que les gens ne connaissent pas forcément. Alors, on revient un peu sur le bout de chou. Comment ça s'est passé après? Il a suivi un traitement Après, il a fallu être forte pour lui. Naturellement. Parce qu'il fallait une batterie d'examens. Il faut noter qu'il y a 11 ans, c'était pas, la prise en charge, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Oui. C'était pas ça. Donc, c'était le parcours du combattant, c'était le calvaire. Il a fallu, parce que lui, il ne voulait pas prendre le biberon. Oui. Donc, je l'allaitais. Et ça a été très difficile quand on m'a demandé d'arrêter d'allaiter. Je n'ai pas compris. Et ça a été ma première frustration et la première motivation par la suite pour un changement de carrière que j'ai eu à faire. Oui. Changement de carrière que j'ai eu à faire parce que je voulais être pédiatre. Et je me suis dit non, mais il y a trop de choses à faire dans ce domaine-là, trop d'enfants meurent, c'est-à-dire, il faut changer les choses. Quand on me demande d'arrêter d'allaiter mon enfant, c'est pour qu'il meure. Et il a failli mourir, justement. Vous avez commencé votre traitement au même moment avec l'enfant? Non. Non. Ok. Lui, il prenait des comprimés, des sirops. Il a fallu, parce qu'après ça, quand on a demandé d'arrêter d'allaiter, il a refusé de se nourrir et il a développé une malnutrition.
il est quitté de 10 kilos à 4 kilos. Oui, de 10 kilos à 4 kilos, il faut noter que j'étais avec son papa en pleine préparation de notre mariage. On était à moins de 10 jours, je crois. Moins de 10 jours. Moins de 2 semaines, je crois. Moins de 3 semaines de la date prévue du mariage. Et je me suis retrouvée, c'est une anecdote que je raconte toujours, on me dit que je suis folle. Mais je dis, bon, je suis comme ça. Je me suis retrouvée rentrant de l'hôpital parce qu'il fallait être assez lucide pour poursuivre ma thèse, parce que j'ai failli ne même pas soutenir cette année-là. Tout au même moment. Tout est tombé au même moment. Donc il fallait continuer avec la thèse, il fallait. Donc je rentre de l'hôpital, je trouve l'enfant il est apathique, il est de chat, c'est-à-dire il respirait à peine. Il a développé une diarrhée qui, malgré toutes mes connaissances de médecin, ça ne s'arrêtait pas. C'était des complications du VIH parce qu'on ne l'a pas mis sous traitement directement. Oui. Là, il avait combien de mois déjà? Je crois qu'il vient de fêter ses 6 mois. C'est 6 mois. Oui, parce que quand on découvre, il a 5 mois et demi. Oui. 2 semaines et demie passent, presque 3 semaines sans qu'on le mette sous traitement. Avec, il y avait des panoplies d'examens à faire avant. Il faut faire la charge, il faut faire les CD4, il faut faire ici, il faut faire ça, il faut être éligible au traitement. Oui. Et avec les enfants, ça ne perd pas le temps. Donc lui, en 2 semaines, il est quitté de 10 kilos à 4 kilos. Donc quand je rentre, il est là, je remarque que l'enfant ne respire plus, donc il gaspe. Oui. Donc il tire, après il reste peut-être 4 minutes, rien. Après il tire encore. Son père était en mission, je l'appelle, il me dit qu'il est à l'entrée de la ville, dans les embouteillages. Je n'avais pas le cœur de conduire, donc il fallait amener l'enfant à l'hôpital. Je dis, il ne faut pas qu'il meure ici. Il n'était pas baptisé, je lui ai fait son sacrement de baptême, je lui ai fait l'onction des morts, parce qu'il était en train de mourir. Je ne pensais pas qu'il allait vivre. Je lui ai donné tous ces sacrements de fin de vie et tout ça là. Et on m'a appelé pour une urgence à la clinique. Je travaillais pour une de mes mentors aussi dans la pédiatrie. Oui. Je m'occupais de sa clinique. Il y avait un enfant qui était en train de mourir à la clinique. J'ai porté mon bébé mourant ce moment-là à la clinique. Courageuse comme ça. C'est d'avoir sauvé cet enfant-là parce que je suis restée comme ça. J'ai dit, mon fils ne va aller nulle part. Je ne sais pas si tu vois un peu. J'ai dit, fais tout ce que tu fais là. Tu perds ton temps, tu ne vas nulle part. Je ne vais pas enterrer mon enfant du VIH. Tu mens. Mais cet enfant pour lequel on m'appelle, lui, il va mourir si je ne vais pas. Je suis allée. Dans cet état où il était, les infirmiers étaient dépassés. On a appelé la prof. Docteur Akame, vous êtes folle. On me dit que votre enfant est dans un état, plutôt vous pouvez d'abord travailler. J'ai dit, donc j'arrive. Mais je finis d'abord ça. Oui. Quand j'ai fini, j'ai pris le bébé, j'ai mis dans mon porte-bébé, on est parti. Je suis arrivée à la pharmacie, j'ai acheté le produit qu'il fallait pour qu'il aille bien, mais il a refusé de boire. Il avait à fermer la bouche et il respirait à peine. C'est quand je prends dans le taxi dépôt, j'appelle son père, ça où je fonds en larmes. Je lui dis, Alex est en train de mourir, tu es où? Je suis seule, Alex est en train de mourir. Comment je l'amène voir son pédiatre à l'hôpital de la Caisse? Je dis, ok. Je vais te retrouver là-bas. J'appelle maman, Alex est en train de mourir. Je ne sais même pas s'il va arriver à l'hôpital. J'appelle celui qui est son parent aujourd'hui. Pardon, sortez les chapelets, c'est faux. Alex, je ne sais même pas si dans 5 minutes il sera encore là. On arrive à l'hôpital de la Caisse, son pédiatre est overbusy. Oui. On attend, maman arrive, elle me dit, passe-moi l'enfant. Elle prend le bébé, les choses des gars, mais elle chante, elle lui dit qu'elle dit. Tes parents se marient dans 2 semaines, moins de 2 semaines. Tu veux nous faire quoi comme ça? Après, il me dit, donne-moi le remède. Je lui donne le remède. Miraculeusement, l'enfant ouvre la bouche et se met à boire. Secret des grands-mères. Ouais. Il se met à boire. Et 1 heure plus tard, quand la pédiatre arrive, c'est plus le même bébé. Il a repris des couleurs, il a repris des forces. Moi, j'étais sûre qu'on va nous hospitaliser, mais on nous a envoyés à la maison. Avec juste pour consigne que je le mette sous l'antidiarrhéique. Je dis ok. Je suis rentrée et vu son état, on a dû le mettre sous traitement. Donc je suis rentrée avec ses ARV, on a commencé. Et quand on partait faire le mariage de son père, son père et moi, il avait à retrouver des couleurs, puisqu'il a participé au mariage, c'était tout beau. Ah, donc finalement, vous êtes mariés. Oui, on s'est mariés. Et ton mari, à l'époque, il était conscient de ce qui se passait?
Très conscient. Très conscient. Si je suis ton regard, je vais penser que c'est lui qui t'a contaminé. Nous sommes à la télé. Je sais, nous sommes à la télé, on se dit... Il y a les secrets. En tout cas, je vous ai dit que oui. Un mois avant d'accoucher, j'étais séronégative. Et ma grossesse était une grossesse assez problématique, donc on m'avait interdit les rapports sexuels. Ouais. J'ai repris les rapports peut-être sur la demande du gynécologue de peut-être une ou 2 semaines après, avant l'accouchement. Ça nous interpelle quand même. Si pendant toute la grossesse on est séronégatif et vers la fin séropositif, ça veut dire que... C'est possible. Justement, ça nous interpelle parce qu'on se dit qu'on va faire le test en début de mois et puis après c'était bon. Non. Alors que tout peut se passer même à moins de semaines de l'accouchement. Tout peut se passer à moins de... Tout. C'est pour ça que les politiques gouvernementales en termes de dépistage du VIH chez la femme enceinte et la femme enceinte et allaitante. Parce que si ces politiques avaient été appliquées, oui. On aurait su très tôt que j'étais infectée. Peut-être à la première visite après l'accouchement. Oui. Peut-être à la visite de 1 mois et demi, on aurait su. Oui, mais est-ce qu'on aurait empêché à l'enfant d'avoir? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on n'exige pas le test après l'accouchement. Hein. C'est pas exigé, mais j'ai dit, les choses ont beaucoup changé. Les choses ont beaucoup évolué. Dans la prévention et la transmission de la mère à l'enfant, les choses ont beaucoup évolué. Parce qu'on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. Moi, d'habitude, quand on allait pour aller parler de ces politiques-là, je n'hésitais pas à donner mon exemple. Oui. Je n'hésitais pas. C'est vrai, peut-être c'était pas en disant c'est moi, mais en disant j'ai tel oui, parce exemple. Que ça interpelle. Hein. C'est même à la limite un peu effrayant. Parce donc, nous, personnellement, en tant que femme oui. qui est enceinte ou qui allaite, jusqu'à ce que tu arrêtes d'allaiter ton enfant, tu dois checker ton HIV chaque 3 mois. Ouais. Chaque 3 mois, parce que la séroconversion peut se faire à tout moment. Oui. Et contaminer l'enfant à tout moment pendant la phase de l'allaitement. C'est très important. Alors, le petit, il a certainement suivi son traitement. Il a suivi son traitement et qu'il continue encore jusqu'à aujourd'hui. C'est un adolescent plein de vie. Oui. Il n'aime pas dire qu'il est adolescent. Il dit qu'il est encore enfant. Je dis OK. Il gère bien. Oui. J'ai dû faire son annonce il y a bientôt 2 ans. Je lui ai fait son annonce totale. Oui. Parce que dans la prise en charge des enfants, il y a ce qu'on appelle le processus de l'annonce, qui est étape par étape en fonction de l'âge de l'enfant. Oui. Donc, on lui dit les choses au fur et à mesure. Au fur et à mesure, jusqu'à arriver à l'âge de entre 10 et 15 ans, où on lui dit « tu as le VIH ». Mais la plupart du temps, quand on arrive à ce moment-là, avec tout ce que tu lui as déjà dit, avec tout ce qu'il entend, et mais les programmes scolaires, c'est sûr qu'il sait déjà. Oui. Quand je lui disais, apparemment, il était au courant depuis 1 an. Alors, on va revenir sur toi, Gladys. Oui. À quel moment tu commences ton traitement? Je commence mon traitement en, je crois, août 2014. Août 2014. Oui, donc presque 1 an plus tard. Pourquoi avoir attendu? Parce que la politique, c'était ça avant. Il fallait être éligible au traitement, donc il fallait que tu fasses le sida pour qu'on te mette sous traitement. Ça, c'était la politique avant. Mais heureusement, ce n'est plus ça. Depuis 2015, les politiques ont changé. Nous sommes passés de l'éligibilité au traitement au test and treat. Donc, on te dépiste et on te propose le traitement directement. Oui, pour que tu n'aies pas à aller à la phase maladie. Oui. Alors, donc, jusqu'à présent, vous suivez votre traitement? Bien sûr, le traitement est à vie pour le moment. C'est un traitement qui se prend chaque jour, à la même heure. Oui. Vous faites, tu conviens d'un
Donc tu essayes de voir avec ton emploi du temps quelle est l'heure qui t'arrange. Quelle est l'heure qui t'arrange, parce que quand on reçoit les patients pour l'initiation, on voit avec ces patients-là quelle est l'heure qui les arrange pour la prise de traitement. Et si jamais tu sautes? C'est pas bon. C'est Même pas bon. Par erreur, une fois comme ça. C'est pas bon de sauter, mais en tant que quelqu'un qui prend ce traitement depuis 10 ans aujourd'hui, je ne vais pas dire que je n'ai jamais sauté, ça c'est mentir. Ouais. Il ne faut pas faire croire aux gens que c'est comme sur des roulettes. C'est pas facile, parfois tu sors, tu oublies d'en avoir sur toi et l'heure te trouve coincé peut-être dans les embouteillages. Et donc, tu arrives, tu prends après. L'organisation. Il faut s'organiser. Donc, moi, je donne aux patients des astuces que j'utilise. J'ai un pilulier avec les petites boîtes. Donc, je prends, je mets dedans. Je peux mettre même pour 2 jours, 4 jours dedans. C'est toujours là dans mon sac. J'ai toujours ma petite bouteille d'eau, mais c'est pas pour ça. Moi, je bois beaucoup d'eau. Donc, tu as toujours ta petite bouteille d'eau là, que n'importe où, dès que ton heure arrive. Pour ceux qui ont de la peine à se rappeler, je demande de programmer sur le téléphone. Vous allez voir sur mon téléphone là, c'est la seule fois que mon téléphone sonne. Les rares fois que mon tu m'as téléphone confié en offre que ton téléphone est tout sous silencieux. Silencieux. Donc, quand ça sonne, je sais que c'est important. Oui. Voilà. D'accord. Donc, c'est que quand l'heure arrive là, cling, 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 ça écrit la remettre. Je prends, mais est-ce que le fait de savoir qu'on est séropositif, ça n'a pas joué sur votre mindset? À un moment, vous ne vous êtes pas effondré, lâché? Parce que jusque-là, vous êtes encore forte. Oui. Je me suis effondrée déjà à l'annonce du statut de mon enfant. Oui, là, c'était pour l'enfant. Ça, c'était pour l'enfant. Maintenant, pour moi-même, ça... On va dire quoi? Personnellement, je n'avais pas vraiment de problème. Personnellement. C'est-à-dire, si j'étais toute seule, vivant dans mon monde seul. Oui. Je n'allais pas avoir de soucis. Le souci vient souvent de l'entourage. Oui. Le souci vient souvent des autres. En parlant d'entourage, justement. En parlant d'entourage des autres. Au travail, ça s'est passé Non, au travail, j'ai pas de soucis. Oui, parce que vous êtes dans le milieu. Au travail, j'ai pas de soucis. Peut-être dans mon ancienne équipe, il y avait 1 ou 2, 3 personnes qui étaient au courant que j'étais séropositive et ça ne leur pose aucun problème. Tu es dedans, on a même de la peine, même quand tu leur dis on dit pardon, donc oui, ça se voit, vous êtes pleine de vie, on ne peut même pas savoir. On dit tu blagues trop. C'est quand je dis mais je blague trop comment? Je suis sérieuse. Piquer mon doigt, tester. Après je dis, en fait à chaque fois que j'ai annoncé ça à une personne dans mon équipe de travail, la personne s'est effondrée, pleurée. Je dis mais vous avez même quoi avec les pleurs vous là? Qui est mort? Oui, parce que c'est difficile de voir une personne séropositive être comme vous, pleine de vie. Il y en a. Il y a même des personnes saines qui ne dégagent pas autant d'énergie que vous. Hein. Malheureusement. Alors, c'est vrai que vous nous avez dit que vous êtes également médecin, donc vous avez suivi des personnes... Ça n'a rien à voir, j'ai des patients médecins qui ça ne donne pas. La question arrive. Vous êtes médecin, vous savez que vous avez suivi des patients qui ont le VIH. Oui. Comment est-ce que vous avez géré les humeurs? Comment est-ce que vous avez pu quand même rendre ces patients aussi joyeux? Si. Il y a beaucoup d'anecdotes. Hein. Donc, je reçois une jeune dame, elle a la trentaine, peut-être 35, 36 ans à l'époque. Bon, moi, je n'avais pas encore 30 ans. Donc, je la reçois là, elle est toute belle. Oui. Ça tire. Rayonnante. Non, elle ne rayonne pas, mais elle est belle. Oui. Bien entretenue, tu vois la peau, tu dis, hey, belle. Elle entre là. Elle est venue pour son rendez-vous. Je regarde son check-up, tout est nickel, la charge virale est rien. Après, je la vois. Après, je lui demande que tu as quel problème? Je prends son dossier, pose à côté, je dis que là, ce n'est pas le problème du dossier médical. Ça, c'est, il y a quoi? Pourquoi tu es triste? Elle me dit donc, je me sens perdue comme la peau. Non, elle me dit qu'elle se sent pourrie. Je dis, waouh, c'est fort. Hein? Je dis, quand je dis pourrie, j'ai demandé à ma secrétaire de sortir, de fermer la porte et de prendre les derniers patients à t'envoyer chez les autres médecins. Et que là, ça va me prendre du temps. J'ai dit, mais dis-moi pourquoi tu es pourrie. Elle a commencé à me dire, non, j'ai ce virus qui vient en moi, c'est monté, c'est descendu, je me sens ci, je me sens ça. Parce qu'il faut noter que la pire des choses qui puissent arriver, c'est l'autostigmatisation. Oui. Parce que les autres auront beau t'accepter,
te dire qu'il n'y a pas de problème, mais si toi-même, tu ne t'acceptes pas, tu te rejettes, c'est vraiment terrible. J'ai eu cette dame, je lui ai dit, mais regardez-vous. Ouais, on ne vous darre pas. Elle me dit, on me fait la cour. Ça fait, elle était sur le projet depuis peut-être 10 ans. Mais ça fait 10 ans que je ne fais pas l'amour. J'ai dit, pardon. 10 ans. Cette histoire m'inspire pour la prochaine question. J'ai dit 10 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'avait pas d'amour. Elle me dit, il y a des gens qui viennent, mais c'est moi qui refuse. J'ai dit, tu refuses, pourquoi? C'est là où elle me dit, se sent pourri. J'ai dit, non. J'ai dû lui parler. On a commencé à échanger. Elle a commencé à rire au fur et à mesure qu'on échangeait. Oui. Elle a commencé à sourire. Je lui ai expliqué de fond en comble que non, tu prends ton traitement, voilà tes résultats, voilà ce que ces résultats signifient, voilà les implications que ces résultats ont dans ta vie de chaque jour, dans ta vie intime, dans ta vie, voilà ce que ça signifie. Comment tu peux rester comme ça? Après, je lui ai dit, ok, mon ordonnance, c'est un rapport sexuel par semaine. Après les comprimés, voilà. Ça fait rire, mais je vous assure que j'ai fait cette ordonnance, j'ai mis mon cachet. Que quand vous revenez dans 3 mois, vous n'allez pas chez un autre médecin, c'est moi qui vous vois. Et je prends ton numéro, je vais t'appeler pour me rassurer que tu as fait l'amour ce mois-ci. Donc commence à chercher avec qui tu vas faire. Parce que Débrouille-toi, mais elle me dit, il y a même quelqu'un que j'ai en vue. La personne est là depuis. C'est moi qui j'ai dit, prends rendez-vous avec lui maintenant. Elle me dit, ah bon, donc j'ai dit oui, prends rendez-vous. Et après rendez-vous, le type a accepté, prendre un verre. J'ai dit, bon, la suite t'appartient, mais voilà mon ordonnance. Quand elle est revenue 3 mois plus tard, c'était une autre personne. C'était quelqu'un d'autre. Elle est revenue avec une grosse enveloppe, je vais taire la somme. Mais tu pourras me dire ça en offre, hein, c'est pas... Elle me dit, Doc, vous m'avez sauvé la vie. Vous voyez, son problème, c'était plus le VIH. C'était pas le sida, c'était la perception. C'était elle-même, son mindset. C'était la perception qu'elle a. Oui. Qu'elle avait de la chose, qu'elle avait. Et c'est cette perception-là que beaucoup ont. Oui. Et ça tue. Ouais. Ça, c'est mon combat actuellement, ça tue. Il n'y a pas une astuce, quand même, que vous donnez, à part faire l'amour? L'astuce, déjà, c'est de s'informer. Oui. À la bonne source. Surtout. En allant pas faire le Congo ça au quartier. S'informer à la bonne source. Poser des questions aux professionnels de la chose. Oui. S'informer. Vraiment, c'est... Il y a une pile de choses, il y a des articles scientifiques publiés dans les journaux de renom. Oui. Si on veut passer le Congo ça du quartier, c'est autre chose. On va chercher les informations à la bonne source et on va savoir qu'on est en train de se tuer pour rien. On est en train de se mettre dans un box pour rien. Oui. Vraiment. Ça, c'est mon message. Alors, vous avez également une association. Est-ce que vous allez seulement vers les personnes qui ont le VIH ou alors vous vous rapprochez des personnes qui semblent saines pour vous aider? Comment est-ce que vous faites? L'association, déjà, elle s'appelle TESNO, qui est pour tous ensemble pour un sourire nouveau. TESNO, tous ensemble pour un sourire nouveau. Je me suis dit... un sourire nouveau, vous avez dit je suis souriante et tout, mais ça n'a pas toujours été le cas. Oui, donc on se dit, si on se met ensemble, on peut recommencer à sourire. Et ce sourire-là, ce n'est pas seulement en tant que VIH, parce que l'association a, je crois, 3 grands axes sur lesquels elle travaille. On a les femmes vivant avec le VIH et les adolescents, les jeunes adolescentes. C'est vrai que je n'exclus pas les hommes. Oui. Ils sont les bienvenus. Mais beaucoup plus les femmes, parce que je suis une femme, je sais ce que les femmes peuvent endurer. Et le deuxième volet concerne les violences basées sur le genre, parce que j'en ai été victime hors cadre VIH et cadre VIH, j'en ai été victime et ça c'est même beaucoup plus le volet vers lequel l'association travaille ces dernières années-ci. Et il y a l'encadrement des orphelins enfants vulnérables. Donc voilà les 3 axes. En gros, oui.
dans lesquels on est. D'accord, merci Gladys, tu es un soleil. Tu es vraiment un soleil. Merci. On retient jusqu'ici que le plus important, c'est ce que l'on pense. Exactement. C'est ce que l'on pense. Il faut s'accepter. Exactement. Avant d'attendre que les autres nous acceptent. Alors, on va prendre... on s'en fout. On va prendre une petite respiration et on revient juste après. Merci. Justement, face à quelqu'un qui a le VIH, en fait, ça ne va pas trop me choquer. Parce que il y a déjà les antirétroviraux qui sont dehors. On crée déjà la maladie du sida. En fait, moi, ça ne va pas m'affecter parce que le sida se transmet par voie sanguine. Vous voyez un peu. S'il n'y a pas de contact de blessure en blessure ou bien d'objets tranchants ou tout autre chose qui pourrait me nuire, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui a du sida. Maintenant, c'est une maladie que tout le monde connaît déjà. On connaît déjà l'existence de ça. On n'a pas à égarer notre personne ou bien à l'ignorer ou bien à les jeter ou à les jeter des pierres. Il n'a pas. Et puis aussi, on fera en sachant que la personne n'est pas allée acheter. C'est une maladie qui arrive. C'est une maladie comme les autres maladies. Donc on va l'accepter, on va la chérir avec amour. Lorsqu'on parle déjà du sida, ça change, mais avec le temps, on a compris qu'on peut vivre avec une personne qui a atteint du VIH, comme une personne qui a le palu. Donc moi, je ne vois pas la différence. En fait, si je suis malade, j'allais d'abord consulter toute la famille. Je fais mon bilan de santé. Après, on essaye de trouver des résolutions. Et là, si c'est avec d'autres personnes qui ne font pas partie de la famille, on dit qu'il faut avoir une crainte divine. Donc quand on est malade, s'il arrive que j'ai un petit bébé, je suis obligé de lui dire que ma chérie, quand c'est comme ça, je suis malade. Et comme je suis malade, je ne cache pas ma position devant la personne qui est en face de moi. La famille saura jouer tout le reste. Comme des malades, c'est d'abord la maladie, elle est d'abord mentale. Quand vous êtes malade, au quotidien, c'est déjà d'abord là. C'est que vous êtes d'abord intérieurement malade. Je ferai l'effort de vivre comme tout autre citoyen camerounais. Quand le VIH d'abord, il peut dire que le VIH, ce sont les préliminaires pour arriver au sida même. Ce sont les préliminaires pour arriver au sida. Après, quand tu as le VIH, à l'heure là, si on traite facilement, on traite vite, ça peut un peu t'aider. Mais si c'est quand on te dit que tu as le sida, à l'heure là, tout ce qu'on peut faire, c'est rien que ralentir en attendant que le jour arrive. Le jour fatidique là. Je peux dire que c'est une maladie déjà avancée. Le VIH, c'est encore les symptômes. Alors Gladys, on se dit tout? Bien sûr. Est-ce que tu es sûre? Alors avec le mari, vous êtes toujours ensemble? Non. J'ai suivi ton regard, ça veut dire que non. Et maintenant? Nous sommes plus ensemble, nous avons divorcé déjà. Oui, vous avez divorcé. Alors, comment ça se passe quand ton homme te drague? Je veux savoir, comment est-ce que tu fais? Est-ce que, qu'un homme te drague et toi aussi tu es pour, vous commencez la relation, est-ce que tu dis à ton dragueur ou à ton copain, si vous avez commencé la relation, que tu es séropositif? Bon, déjà, quand on me drague, si j'accepte, parce que j'accepte pas souvent facilement, si j'accepte, on fonctionne là-bas normalement. Elle n'accepte pas facilement. La précision vaut la peine. Non, la précision vaut la peine, n'accepte pas facilement. Oui. Donc quand on se met ensemble, on se met à fonctionner. Et je vois au fur et à mesure si je peux te faire confiance et là où la relation va. Donc à part ça, si c'est, je ne vais pas dire les coups d'un soir, j'en fais pas beaucoup, mais ça arrive. Du coup, quand c'est arrivé, c'est bien entendu avec le préservatif, pas besoin de dire. Non, pas besoin de dire. Si c'est des relations occasionnelles, pas besoin de dire. Ouais. C'est ma vie privée, je n'entre pas dans la tienne. Mais les relations suivies avec des projets communs, là je dis. Oui. Ça peut être au bout de 2 mois, ça peut être au bout d'1 mois. Quand je quittais mon mari, je crois la relation que j'ai eue après, c'était au bout de 3 mois.
Première personne à qui j'avais dit je suis séropositive. Mais comment est-ce qu'il a réagi? Oh, c'est toujours très très beau à voir. Comment ça, très beau? En tout cas pour moi, ça a toujours été très beau à voir. C'est des moments pleins d'émotions. Je me rappelle la toute première fois que j'avais dit à celui que j'ai eu après avoir quitté mon mari. Oui. Oui, je me rappelle, c'était un week-end en amoureux quelque part. C'était bien. Le moment a été choisi. Oui, et c'était après un moment intime. Je me suis dit, ok, il faut sauter. Ouais. Voilà. Sans parachute. Sans parachute. Boum. Si on t'attrape, tant pis. On t'attrape pas. Bon. Tu vas gérer le retour après. Ça a toujours été des moments pleins d'émotions. Oui. Parce que tu vas voir, c'est des gens qui tiennent à toi. Ils t'aiment réellement pour la personne que tu es. Sans autre chose. Donc maintenant, quand tu viens, tu ajoutes ce volet. Oui. Ils dramatisent tout. Justement, en fait. Les gens dramatisent ça. C'est pour ça qu'on veut des personnes comme toi pour nous expliquer qu'on peut vivre normalement, comme tout le monde, avec le VIH. Avec ça, donc quand j'ai annoncé à ce monsieur pour la première fois, la toute première fois, je me rappelle, il est venu, il m'a prise, il m'a mise devant le miroir. Il m'a dit, tu vois comment tu es belle? Ça n'impacte rien. Ça me rend juste rageux que mais comment une telle chose a pu t'arriver à toi. Mais je suis là pour toi, ça ne change rien. Oui. Ça ne change rien. Donc après cette annonce-là, nous avons fait 2 ans encore ensemble. Après, on s'est séparés pour d'autres raisons. Quand même 2 ans? Oui. Qui n'ont rien à voir avec votre situation? Non, rien du tout. Mais c'est déjà quand même arrivé qu'une personne... me refuse par rapport à ça? Non, jamais. Jamais? Jamais. Mais il faut être comme toi. Hein? Jamais. Souvent même, quelqu'un dit, bon, j'enlève le préso. Tu as anticipé ma question. Comment ça se passe dans ton intimité? La personne dit, j'enlève le préso. Ça, c'était on va dire quoi, la deuxième personne à qui j'avais dit. Oui. Oui, c'est le père de mon 3e fils. Il avait dit, mais j'enlève ça. Je m'en fous. J'enlève ça tout de suite. Il était séronégatif? Oui. Je ne suis jamais sortie avec un séropositif, en dehors de mon ex-mari. Ah bon? Bon, par hasard? Jamais. Puisque quand on se met ensemble, tu fais tes tests. Oui. Je ne veux pas les mots de tête. Donc toi, tu fais ton choix tranquillement? Non, tu fais tes tests. Quand on se sépare, tu fais tes tests. Oui. Tu n'es pas obligé de savoir pourquoi je te fais faire les tests. Ok. Ouais. Je vois. Donc, quand je ne t'ai pas dit, tu fais avant, tu fais après, on est tranquille. Il ne faut pas que demain, tu dises que c'est à cause de moi, voilà. Alors, raconte, oui. Nous sommes au niveau où il veut enlever... Il a enlevé le bébé à entrer, bon. Ah? Il était vraiment séronégatif? Si. Et il est toujours jusqu'à aujourd'hui, donc... Pourquoi? Parce que vous suiviez le traitement normalement ou alors... parce que ça fait partie de la politique de prévention dans la lutte contre le VIH. On appelle ça « treatment as prevention », donc le traitement comme prévention. Oui. Où la personne séropositive prend son traitement normalement et devient ce qu'on appelle indétectable. Indétectable, c'est... Il y a l'examen de contrôle dans le suivi du HIV qu'on appelle la charge virale. Oui. La charge virale, c'est pour mesurer la quantité de virus qu'il y a dans ton sang. Oui. Oui. Et après un traitement bien conduit, cette quantité tend vers 0. Oui, elle tend vers 0 parce que si je fais ma charge virale, toi, Flora, tu fais la tienne, nos résultats sont pareils. Ah bon? Oui. Bah ça, on ne sait pas. Hein? Tu fais ta charge virale là, je fais la mienne. On pose là, on dit viens montrer la séropositive dessus, on ne va pas savoir. Donc ça veut dire que quand même, on retient qu'il faut suivre son traitement normalement. Oui. Il ne faut pas avoir peur parce que jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que ça peut arriver où tu vas faire l'amour avec ton conjoint sans préservatif. Quand je suis dans une relation suivie, je n'utilise pas le préservatif, sauf pour éviter la grossesse. Pour rien d'autre. Et si jamais, bon, c'est une question un peu bête, hein,
toi qui suis ton traitement normalement, tu te retrouves en train de faire d'aller avec quelqu'un qui est séropositif. Est-ce que ça peut te créer des problèmes? Si la personne n'est pas suisse, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent en consultation. Et du point de vue scientifique, chacun a son VIH. On a des grands types, VIH1, VIH2. Dans le 1, on a encore des sous-types à l'intérieur. Mais quand le virus entre dans ton corps, il épouse ton ADN et tout, donc ça devient ton virus. Ah, d'accord. Il devient ton virus et il est fonction de comment tu te comportes avec le traitement. Donc si tu es quelqu'un qui ne prend pas souvent, qui saute, qui fait ci et ça, ton virus va développer des résistances. Des résistances au traitement. Et quand tu vas encore vouloir venir prendre ce même traitement-là, il y a de fortes chances que ça ne marche plus. C'est pour ça que le traitement est quotidien, à la même heure, parce que le comprimé que tu prends, par exemple, à 12 heures, te protège pendant 24 heures. Donc, quand 12 heures, le lendemain arrive, il n'y a plus la quantité de remèdes qu'il y a dans ton sang. Ne suffit plus pour maintenir les virus hors d'état de nuire. Donc, il faut renouveler. Donc, si tu ne renouvelles pas, si tu fais 2, 3 heures, 4 heures, tu as 2, 3 heures, 4 heures où le virus peut se répliquer. Et en se répliquant, comme c'est un gars très intelligent, tout le monde veut vivre, personne ne veut mourir. Bien entendu. Tout le monde veut vivre, personne ne veut mourir. Il va chercher à développer des astuces pour que le remède que tu donnes là ne le dérange plus. C'est ce qu'on appelle des mutations. Donc, il se met à développer des mutations, il devient résistant. Et quand il est résistant, tu reviens avec le même traitement, ça ne marche plus et les problèmes commencent. On est obligé, si tu es en première ligne, de te passer en deuxième ligne. D'accord. Quand on te met en deuxième ligne, on va dire que c'est la deuxième chance. Et la deuxième ligne, elle n'est pas aussi simple que la première. Si tu prenais un comprimé une fois par jour, en deuxième ligne, tu as 2 prises, matin et soir, et ce ne sera plus un comprimé. Si tu t'amuses encore en deuxième ligne, il développe encore des mutations pour les molécules de deuxième ligne. La troisième ligne qui déjà n'est pas toujours disponible. On n'est pas sûr de l'efficacité. Ça devient très compliqué par la suite. Donc, ce qu'on veut, c'est maintenir le plus longtemps possible les personnes en première ligne pour ne pas avoir à développer. C'est pour ça qu'on fait... Le traitement n'est pas universel. Chacun a son... traitement. Il y a des protocoles qui existent et que chaque pays adopte, parce qu'il y a plusieurs protocoles et chaque pays adopte le protocole qui lui sied. C'est vrai qu'on tend à universaliser les molécules, donc ce qu'on donne ailleurs, on donne aussi. On peut aussi donner ça ici. Oui. Donc le traitement ARV, pendant les 10 ans, 11 ans que je suis sous traitement, moi j'ai changé de traitement 3 fois. Donc celui dans lequel on avait mis, c'est pas celui que j'ai pris quelques années après, ce n'est pas celui sur lequel je suis aujourd'hui. Mais c'est toujours la première ligne et celle qui aujourd'hui, elle est plus efficace parce qu'on a pris une molécule de 3e ligne, on l'a mis en première ligne. Alors, je voudrais savoir, tu fais tout normalement, je suppose. Quand tu vas faire peut-être ta pédicure, comment est-ce que tu te comportes avec l'esthéticienne qui a peut-être les trucs, les ciseaux et tout? Soit je vais avec mon matériel, soit j'exige qu'il soit désinfecté avant et après. Sans plus, sans moins. Voilà. Alors, je voudrais une anecdote pour la fin, une anecdote de travail. Parce que je sais, tu m'as raconté un truc en off et j'aimerais que tu partages ça avec nos téléspectateurs avant qu'on ne se dise au revoir. Une anecdote de travail, c'est pour... il y en a plusieurs, mais celle que je sors souvent qui fait que les gens... Celle qui est liée à ton slogan, le VIH concerne tout le monde. Le VIH concerne tout le monde, c'est une affaire de tous. Je me plais souvent quand je dois défendre la cause, soit une idée, soit... comment dire, quelque chose qu'on a mis sur pied pour lutter et que je vois des gens qui sont un peu réticents en face, je leur dis, si vous ne faites rien, le VIH que vous voyez dehors, là, va vous trouver dans votre lit. Ça va vous trouver dans votre maison, chez vous.
D'accord. Voilà. Oh, merci beaucoup Gladys, c'était un plaisir. Comme je l'ai dit, tu as un soleil, tu as illuminé nos cœurs, tu as illuminé le plateau. Alors on espère peut-être qu'on je te recevrai là, encore une autre fois, pourquoi pas, avec ton fils. Il n'y a pas de souci. Voilà, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir. On a retenu qu'il faut avoir confiance en soi. En gros, c'est ce que ça veut dire. Portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro avec le même sourire.